Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette masterclass organisée par Miracap, lancée par CEPF. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis Daïchourandi Mahaman, chef de projet senior au sein de Miracap et président du groupement des structures d'appui en entrepreneuriat. L'intégration régionale s'avère être un levier probant de sécurisation, mais aussi de développement, l'entrepreneurial et de l'économie du pays. Toutefois, force est de reconnaître que c'est une arme pour mettre un change. En effet, le service de l'exportation regarde dans l'étendue du marché, il s'agit d'un levier, mais en face, il existe également beaucoup de goulots d'étranglement, que ce soit la question de la qualité des normes qui peinent et handicapent beaucoup de nos producteurs, mais aussi pour nos entrepreneurs qui fait office de barrière à l'entrée. Il y a aussi les goulots d'étranglement de l'accès à des financements adaptés pour soutenir cette scalabilité, mais également non des moindres la question de la visibilité et de la lisibilité sur ce marché. Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Comment passer des innovations locales à l'expansion régionale? Et pour cela, nous avons invité aujourd'hui pour vous 4 panélistes avec des experts, avec des institutionnels, avec des entrepreneurs, mais également des syndicats pour pouvoir échanger, croiser les regards et apporter de plus de visibilité possible qui permettent à l'entrepreneur, dans l'entrepreneuriat d'air et de tout horizon, d'avoir plus de lecture sur la réalité de l'expansion régionale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter notre premier panéliste, Monsieur Tsanta Armand Baranev, investissement manager de l'EDBM et DBM et l'Agence nationale de promotion pour l'investissement à Madagascar. À ses côtés, nous avons Madame Muriela Renaranel, qui est enseignante en politique commerciale internationale et ancienne coordinatrice du ministère des Îles, mais également consultante en stratégie et accompagnement des investisseurs. À ses côtés, nous avons Monsieur Bub Andialifid, qui est le directeur exécutif du syndicat malgache de l'agriculture biologique, également un entrepreneur que l'aurait CEO de Nagibietech. Et à côté, à mes côtés, à ma droite, Monsieur Sinaran Moussou, administrateur de l'Agence de développement inclusif et durable et également un entrepreneur CEO de Ambam Pomban. Mesdames et messieurs, afin de marquer l'ouverture de cette conférence, je vais inviter les panélistes à prendre 2 minutes, s'il vous plaît, de présentation. Peut-être on va commencer par Monsieur Eramev. Oui, en effet, merci, monsieur. Eh bien, bonjour à tous, bonjour. Et bien dit également à cette masterclass. C'est un plaisir de présenter le DBM ici. Le DBM qui est comme vous l'avez bien mentionné déjà, donc il est bien informé, hein, c'est l'Agence nationale de promotion des investissements à Madagascar. On fait nous appartenons à l'art des eaux internationales, ce qu'on appelle les API, donc Agence de promotion des investissements. C'est donné 30 et on a plus de 150 un peu partout dans le monde. Et, on a du Maurice, il y a des noms, mais il y a d'autres qui s'appellent différemment, sont potentiellement des données. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Euh, Ça fait pas longtemps qu'on est là, donc depuis le 31 mai 2006, on vient de célébrer le 20e anniversaire de l'IN. On est encore en plein dedans parce qu'il c'est jusqu'à Kandali. Bon, euh, je profite d'être là pour en parler un peu. Qu'est-ce que nous faisons? Il nous est assigné des missions parce que les trois plus précisément, parce qu'il s'agit justement d'une institution publique, hein, précise, qui est rattachée directement à la présidente de la République de Madagascar. Et ils ont premièrement ce qu'on appelle un organisme rattaché, ou un OR et sous tutelle technique et financier du NME, des SALI-DSP, ainsi que du ministère de l'économie et des finances. Mais on est dans un organisme rattaché dans la présidence. Nos missions sont la promotion des investissements, bien entendu. Comment on fait ça? Il y a l'outil de promotion officielle de notre pays qui s'appelle Choose Madagascar, ça s'appelle Madagascar, basé Madagascar, pour ceux qui souhaiteraient donc investir dans certains secteurs en oral, on peut en parler,
à l'heure. Et puis, il y a aussi la facilitation de tout ce qui est investissement, parce que, bien entendu, les gens ne connaissent pas forcément notre pays, mais même si les gens connaissent, parce qu'il y a également des investisseurs qui sont déjà ici, mais qui souhaitent élargir et étendre leurs activités. On est là pour donc faire connaître ces promotions, ces opportunités-là et aider à ouvrir les portes, à mettre en relation, faire découvrir également, tout ce qui est possibilité, d'entreprendre et donc d'investir dans notre pays. Et enfin, on participe activement, notre troisième mission, consiste à l'amélioration de tout ce qui est climat des affaires. Donc moi, je suis Muriel Raneuve ou Aïn. Je suis donc effectivement, je suis enseignante au sein de l'INSCAE Madagascar, qui, je précise encore, parce que beaucoup ne le savent pas, l'INSCAE est un établissement public à 100%. Oui, ça appartient à 100% à l'État sur la tutelle du ministère des Finances, donc ce n'est pas privé. Je le précise un peu parce que beaucoup pensent que c'est privé. Et donc, au sein de l'ISKE, je suis enseignante depuis bien longtemps, je pense 2009-2010. Et je suis, entre autres, j'enseigne au niveau des masters et autres en politique et stratégie, en politique commerciale, en marketing et en management international. Donc voilà, pour le côté enseignant, formateur. Je suis aussi formateur dans le milieu plus professionnel pour les entreprises, effectivement. Et donc, oui, j'ai un cabinet de conseil, surtout en conseil au niveau de la stratégie de l'organisation, au niveau des investisseurs qui veulent venir à Madagascar, justement, et surtout au niveau, oui, je suis plus axée sur le secteur minier, effectivement, parce que là, vous l'avez dit, je suis l'ancienne coordonnateur générale du ministère des Mines. Je suis plus axée sur le secteur mine, mais je vois aussi d'autres secteurs comme ici. Et vous me direz, oui, le secteur mine, qu'est-ce que ça a à voir avec la société, le fonds vert, la société verte? Oui, c'est une bonne question, mais effectivement, la question est là. On est en transition énergétique aujourd'hui, donc on entre sur tout ce qui est, sur tout ce qui est beaucoup plus vert, encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler plus du climate smart mining et du responsible mining qui vont vers justement la mine qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est au niveau de tout ce qui est la transition vraiment au niveau de la responsabilité environnementale et autres, et bien d'autres choses. Donc, quelque part, ça a à voir quelque chose dans le vert, comme on dit, mais ici, je pense qu'il y aura d'autres collègues de Simabio ou de l'ONG qui vont en parler beaucoup plus ici. Donc, je m'appelle Bob Benjamfi, directeur exécutif de Simabio. Le SMAGO, donc, c'est le syndicat malgache de l'agriculture biologique. Donc, c'est un groupement d'entreprises où tous les entreprises qui œuvrent dans le bio donc, se regroupent. Le bio, c'est déjà une centaine de milliards de dollars en taille de marché dans le monde. Et pour Madagascar en particulier, nous sommes à peu près à 350-400 millions de volume d'exportation tous les ans. Je parle donc en dollars. Sur le marché mondial, c'est une croissance d'à peu près 5% par an. Il y a des pays qui sont plus consommateurs que d'autres. Et rien que pour la Chine, sur ces 5 dernières années, c'est 20% de croissance de consommation tous les ans. Donc, c'est un gros marché en pleine croissance. Et Madagascar a sa place donc, pour conquérir donc, ce marché. Et le Simabio est là, regroupant à peu près 80 entreprises pour essayer de dynamiser donc, la filière. Entre autres, l'année dernière, la loi sur l'agriculture biologique, le degré d'application
a été, adopté. Donc, c'est un secteur qui bouge, où il y a beaucoup d'opportunités. Et même le gouvernement, dans les années 2000, au début des années 2020, ou fin des années 2010, le gouvernement a fait de l'agriculture biologique comme un levier, donc un outil de lutte contre la pauvreté. Donc, comme quoi, c'est un secteur vraiment, vraiment porteur pour les paysans, les producteurs majeurs, parce que le CIMABio, ça regroupe plusieurs entités. Il y a les transformateurs, les coopératives, les producteurs, les organosyndicateurs et tout ce qui tourne autour de l'agriculture biologique. Et moi-même, je suis un entrepreneur, été avec Miracap, donc à mes débuts, donc dans les engrais organiques bio. Donc voilà, à peu près en ce qui concerne le CIMABio. Donc, je m'appelle Zine, je suis un des administrateurs de ADID, donc ADID qui veut dire Agence de développement inclusif et durable. Pour raconter un peu l'histoire, en fait, avant qu'ADID existe aujourd'hui en tant qu'agence, c'est d'abord 20 ans d'expertise. Donc, c'est mon oncle, sous la marque Falexport, qui est un exportateur de produits agricoles, donc litchi, épices, grains secs, qui depuis 20 ans fait de l'exportation de produits vers l'Europe, vers le Moyen-Orient et les États-Unis, qui s'est rendu compte qu'en fait, tant qu'on ne mettra pas en place des processus dès le champ jusqu'au conteneur, on n'aura pas de durabilité, de traçabilité et de qualité des produits. Donc, Adit a d'abord été créé en tant qu'ONG en 2016 pour faire de la RSE. On se disait à l'époque que mettre en place de la RSE au niveau des zones où on collectait permettrait de non seulement fidéliser, mais aussi apporter un appui local aux paysans producteurs. Et fin 2025, on a décidé de transformer l'ONG Adid en entreprise. Donc aujourd'hui, Adid devient une agence qui accompagne le paysan producteur de la structuration et la gouvernance jusqu'à la finalisation des ventes et au paiement, donc à l'achat par le client final à l'international. Je parlerai un peu plus de ce qu'on fait comme accompagnement aujourd'hui, mais vraiment l'idée pour nous et moi en tant qu'administrateur, mais aussi et surtout les autres acteurs qui sont dans Adid, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée et qu'on met en place une chaîne de valeur qui permet à l'ensemble des acteurs de bénéficier du développement, des formations, mais aussi et surtout des revenus de l'exportation. Donc, peut-être sur un cadrage général, je reviendrai un peu, mais sur l'intégration régionale, on parle peut-être on parlait de l'Union africaine. L'Union africaine qui a 27 États membres, mais il y a beaucoup plus d'États africains. Il y en a dans les 50 un peu plus, mais 27 uniquement sont dans l'Union africaine. Et puis après, il y a la SADC, la COMESA, la ZLECAf. Et il y a encore un autre accord, je ne sais pas s'il existe, effectivement, le commerce intra-africain. Et puis, comme je suis dans les mines, il fallait bien que je trouve un accord sur les mines. Effectivement, il y a ce qu'on appelle la vision minière africaine qui est sur l'Union africaine et sur lequel on travaille tous ensemble au niveau de l'Afrique. Donc, ces accords-là existent très bien, mais est-ce qu'on les utilise? Donc, aujourd'hui, si on les utilise, on avait cette ouverture. On avait cette ouverture d'avoir eu la présidence de la SADC et de la COMESA, mais on l'a raté. Mais c'est peut-être un bien pour un mal, parce qu'on n'est pas vraiment prêt encore. Si on a la présidence, qu'est-ce qu'on peut revoyer tout de suite? Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'à Madagascar, on est plus un pays d'échantillonnage qu'un pays industriel. On a beaucoup plus d'échantillons. On n'arrive pas à avoir des commandes fermes. Si je dis, si une entreprise à l'extérieur va nous dire moi je veux 20 containers tous les mois. Nous, parfois on peut faire 30 containers aujourd'hui,
Mais après, faudra attendre en novembre ou autre pour avoir d'autres containers. C'est bien ça. On n'arrive pas à avoir cette, continuité, cette stabilité. Donc on est là où on se fait perdre par les autres par rapport à ça. Si je dirais, au niveau des opportunités, vous me direz quel secteur? Bah, il y a plusieurs secteurs. Il y a, l'agro-industrie et tout ce qui est transformation alimentaire. Donc la vanille, le litchi, les girofles, les crevettes, les huiles essentielles. Donc il y a plus de 1,3 milliard de consommateurs dans toute la région, africaine. Et puis il y a, l'économie bleue. Ah ça, on en a parce qu'on a, plusieurs kilomètres de côte. Donc tout ce qui est, au niveau de pêche, aquaculture, tourisme, on devrait vraiment y gagner. Mais là, on est un peu derrière, je dirais un peu, mais je ne sais pas si c'est un peu, contre Maurice, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, aux alentours. Je prends la COI avec, hein, parce qu'on est dedans. Donc Maurice, Seychelles, Tanzanie, Afrique du Sud, à nos côtés. Au niveau tourisme, ils sont vraiment au plus haut point. Et puis on a, encore une fois, bon, les mines aussi, qui sont vraiment un secteur sur lequel il faut travailler, surtout au niveau régional. On a, plusieurs vraiment des opportunités énormes via la SADC et d'ailleurs où on a, le nouveau code minier qui est venu avec, les minéraux stratégiques comme on dit et sur ça, on a, tout ça et que je dirais, une dernière chose, sur ça parce que, bon, c'est difficile de travailler sur les 3 minutes, hein. Sur cet écart entre l'accès théorique et l'accès réel, ça, c'est vraiment ce qu'il faut mettre dans la tête. Attention au mirage, «Oh, les chiffres, oh, on a ça» et cetera. Mais vraiment, le mirage, c'est que sur des papiers, encore une fois, on a ratifié, on signe, il y a telle et telle barrière tarifaire et cetera. Je dirais, comme, la Chine a zéro douane, mais qu'est-ce qu'on va exporter en Chine, même si c'est zéro? On n'en a pas vraiment. Donc il faut vraiment cette réalité, cette solvabilité. Il faut au niveau de la logistique aussi à Madagascar. On a vraiment un grand gap au niveau de la logistique qui ne nous permet pas et encore plein de choses, mais je pense que les collègues auront plus à dire, encore plus. On va d'abord se focus sur les impacts positifs on va dire, dans le climat des affaires. Derrière, qu'est-ce que ça change réellement? COI, SADC, COMESA, quelles opportunités en découlent et peut-être apporter aussi plus de visibilité pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, s'ils se décidaient à exporter sur ces marchés demain, quelles sont peut-être les facilités ou les privilèges qui vont découler de ces multiples signatures qui a été réalisées. Lorsqu'il y a des problèmes, cela nous sécurise, comme c'est le cas par exemple lors des pandémies, et on espère qu'il n'y en a pas tout le temps. Heu, En termes de sécurité également, cela rassure les investisseurs, parce que quand on est dans un pays, par exemple, où on va dire, on est enfin frontalier avec 5-10 pays, où il y a des guerres civiles autour de soi, ce n'est pas évident. Donc voilà. Maintenant, et on peut dire beaucoup de choses, hein, mais ce sont des choses, on va dire, positives déjà. Toutefois, cela nous éloigne des réalités des marchés. Faut pas oublier quand même. Donc, bien sûr, on a de beaux produits à Madagascar, de bons produits à Madagascar. On a même des produits qui n'existent que chez nous, qui sont vraiment des top products, où on est number one dans le monde, pas que dans la région. Mais ce n'est pas forcément évident pour nous justement d'accéder au marché parce que comme a dit ma collègue tout à l'heure déjà, bon, on est loin de ces marchés-là et qu'intégrer les marchés quand on ne produit pas assez, il est difficile pour nous d'être compétitifs et trouver
le point positif là-dedans, bah, déjà, on a signé, donc on est visible. On est plus connu. Parce que si avant, les gens croyaient qu'il y a des pingouins chez nous, il y a des lions chez nous, les gens savent maintenant qu'il n'y a pas qu'un dessin animé et que c'est un très beau pays. Euh, les gens connaissent que notre culture est riche parce que le fait d'avoir une seule langue à travers ces plus de 500 000 km², c'est assez rare. Et les gens louent cela, cet avantage-là, donc ils pensent que tout est facilité à Madagascar et cela nous donne de de très bonnes images du pays. Parce que là, on parle toujours à la Pyrénées, ça qu'on parle de pays. Il ne faut pas oublier que justement les investisseurs, euh, lorsqu'ils choisissent une destination, cette destination-là est en concurrence directe avec d'autres pays. Il y avait des pays cités tout à l'heure dans les secteurs du tourisme. Mais quand on parle du textile, par exemple, ou lorsqu'on va parler des mines, hein, on est en concurrence avec d'autres pays qui ont aussi des richesses, et des ressources minières. Peut-être pas aussi variées que les nôtres, mais peut-être, 1 ou 2 minerais, mais en quantité vraiment importante, par exemple. Et donc, il faut que tout cela, en fait, s'imbrique pour rassurer les investisseurs. On a la nouvelle loi qui est sortie en 2023, sur les investissements, qui garantit maintenant donc, déjà, l'égalité de traitement pour tout ce qui est investisseur. Si on parle de ça dans une loi, c'est que c'est important, parce que justement, il faut toujours avoir cet esprit-là en tête qu'on est dans un milieu et dans un monde concurrentiel. Mais quand on a justement donc la SADC, la COMESA, ZLECAf qui est énorme, heu, bien sûr, il est important de savoir que lorsque les produits respectent vraiment, les règles d'origine qui, sont des conditions de base pour bénéficier des incentives au sein de ces, zones-là. Il f Bien sûr que tout est exonéré de droits de douane. Ça quand même, c'est important. Et quand on par exemple et nous avons également, la garantie de stabilité de ces régimes-là, que ça ne changera pas d'ici demain. Donc, les entrepreneurs ou les investisseurs ont la possibilité de voir venir que bon, s'ils s'engagent et stratégiquement, s'ils font un choix maintenant, comme, enfin les collègues qui sont là, qui partagent la scène avec nous aujourd'hui ont choisi de faire. On sait que c'est pas évident, ce n'est pas facile et c'est un énorme défi que quand on parle du bio, par exemple, maintenant, bon, on sait que il y a énormément de demandes, mais il y a énormément de conditionnalités derrière. Il y a beaucoup de cahiers de charges. Enfin, c'est très, très strict, très, très précis. Mais donc, on sait que il y a cette stabilité-là, qui nous garantit que lorsqu'on respecte, et qu'on s'est bien tracé, on peut bénéficier des exonérations au niveau des marchés. Maintenant, quel est le rôle de l'EDBM? Peut-être, parce que l'EDBM ne participe pas directement à l'élaboration des textes, de ces textes, enfin, ou bien, ou quand on parle de LFI ou quand on parle de code douanier, c'est différent. Mais nous, on peut vous mettre en relation avec, les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, parce que c'est notre rôle justement de faciliter, la vie de nos investisseurs ou de ces professionnels-là. Il est très important aussi de savoir qu'on travaille de manière très, 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 on va dire, close, rapprochée, des groupements professionnels. Ces groupements professionnels-là, constituent même le board de notre conseil d'administration, qui est composé à moitié de groupements professionnels et des ministres sectoriels.
Donc, on est là pour, voilà, donc aider et ouvrir les portes. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Pour ce qui est justement des accompagnements personnalisés, on a, il y a des secteurs prioritaires qui sont valorisés dans notre pays par rapport à nos avantages compétitifs et comparatifs. Donc, on avait parlé beaucoup de bio, donc tout ce qui est agribusiness. Mais bon, l'agribusiness englobe chez nous donc tout ce qui, bien sûr, l'agriculture biologique, mais bien, il y a aussi la pisciculture, l'aquaculture, l'économie bleue qui a été citée tout à l'heure. Il y a même jusqu'à l'élevage, etc., etc. Donc, on a un expert qui s'occupe de cela et il faut venir. Il y a les énergies renouvelables, on a les mines, l'industrie extractive en général. Nous avons le secteur du textile dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a le tourisme, bien sûr, les nouvelles technologies. Et aussi, maintenant, il est aussi très, très important pour nous à Madagascar pour améliorer tout ça et faciliter la vie de nos professionnels. Les infrastructures, on essaie vraiment de développer dans notre pays actuellement. Donc, il faut pas hésiter, il faut venir et on invite les gens à venir. Quels sont les maillons les plus fragiles de cette chaîne de valeur, de ce secteur culinaire, peut-être spécifiquement? Alors, moi, j'ai noté 4 choses. Donc, la régularité, la conformité, la traçabilité et le financement de la croissance. Et je pense que tout ça, ça vient d'abord d'un marché qui a besoin de se développer. On a parlé tout à l'heure de marché d'échantillonnage. Ça ne permet pas forcément la régularité ni la conformité, parce que la régularité et la conformité nécessitent des moyens. Quand on travaille sur de l'échantillon, on n'a pas cette économie d'échelle qu'auraient d'autres pays exportateurs, notamment pour les produits agricoles comme le Brésil, par exemple, qui est leader dans énormément d'exportations dans le monde, que ce soit la viande bovine, par exemple, ou le maïs, etc., etc. La deuxième chose, c'est malheureusement la valeur ajoutée. On n'a pas encore ce marché de valeur ajoutée, d'industrie de transformation, etc., etc. Et du coup, ça nous fait un déficit non seulement, comme je le disais, sur les régularités, la conformité, etc., mais on a aussi un espèce de déficit de visibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que finalement, on a énormément de produits qui viennent de Madagascar, qui n'ont pas cette reconnaissance de produits de Madagascar. On a des produits qui sont très bien marketés à l'international. Prenons l'exemple de la vanille, par exemple, ou des crevettes, par exemple, sur lesquelles on a quand même des marchés qui sont prêts à payer parce que le produit est reconnu. Sur les autres produits où nos quantités d'export sont trop faibles, où notre qualité n'est pas uniforme, où nos produits ont du mal à être conformes parce qu'effectivement, il manque les outils de traçabilité, il manque l'expertise sur le terrain. Mais en fait, on a du mal à les vendre. Nous, on le ressent. On va parler par exemple du produit Cap, qui était un produit dans les années 2000 qui s'exportait assez facilement parce que reconnu. Aujourd'hui, le marché, il a quasiment divisé par 4, divisé par 5, parce qu'on n'a plus cette reconnaissance-là. Et justement, nous, au niveau de Hadid, c'est ça qu'on essaie de mettre à notre échelle, c'est comment reconstruire une qualité, une stabilité au niveau des quantités, un respect en termes de conformité, que ce soit les attentes spécifiques au marché, HACCP, le bio, comme on le disait tout à l'heure, le décret d'application du bio à Madagascar a été ratifié l'année dernière. Et aussi la traçabilité. Et qu'est-ce qu'on a comme outil de traçabilité? Depuis le champ, depuis le paysan producteur, qui nous permettent, nous, de nous sécuriser en tant qu'entrepreneurs dans l'agri, mais qui permettent aussi de sécuriser, de donner la confiance au marché. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure et j'ai acquiescé, même si j'étais hors champ, c'est bien de mettre en place des partenariats comme la ZLECAf, etc., la COMESA, la COI. C'est très important de signer ces accords-là. Mais cette signature reste théorique. La signature réelle qui compte, c'est le moment où un client d'un pays importateur signe un bon de commande pour Madagascar. Et entre la signature théorique qui dit OK, la ZLECAf, c'est 3 400 milliards de dollars, il me semble, et les bons de commande qui arrivent réellement sur le marché à Madagascar, je pense qu'il y a encore du travail. Mais ce travail-là, il doit être fait en mutualisant les connaissances de tous les acteurs.
ceux qui font la promotion et qui appellent les investisseurs comme les DBM, ceux qui ont la connaissance des marchés, ceux qui rassemblent les entrepreneurs et tous les acteurs comme le Cimabio et les acteurs eux-mêmes, du paysan producteur par exemple pour notre cas, jusqu'à l'exportateur, jusqu'à celui qui prend le conteneur au port et celui qui le reçoit. Je pense que j'ai un peu touché tous les points. Il y a quelque chose qui est acquis. C'est que les produits malgaches sont reconnus pour être des produits de qualité, intrinsèquement. Par exemple, je parle d'huile essentielle, on a des composants qui sont plus marqués dans les produits qui viennent de Madagascar que dans d'autres pays. Par exemple, notre cacao, c'est reconnu comme, c'est classé même mondialement comme du cacao fin. Notre café, ça a une saveur particulière. Donc, beaucoup de produits agricoles malgaches sont reconnus pour leur qualité. Donc, normalement, un produit de qualité ne devrait pas avoir de problème pour accéder au marché. Et c'est là que vient le problème. Un pays d'échantillonnage, comme on a dit. Quand ce sont les industriels qui viennent chez nous pour s'approvisionner, bon, je ne parle pas de la vanille. La vanille, on a en surstock maintenant. Là, on n'est pas capable de répondre. Même pas un an de cela, il y avait des acheteurs qui venaient de l'Europe, qui étaient venus à Madagascar pour chercher 5000 tonnes de café arabica. Et quand on avait cherché sur le marché, il n'y avait que 100 ou 200 tonnes. Donc le gap, il est énorme. Donc déjà, il faut travailler à la base même, à la production. Il faut faire en sorte que la production augmente. Et là, le premier écueil vient parce que le financement du secteur productif agricole, je veux dire, donc l'agriculture en soi-même, est assez difficile à Madagascar parce que si vous allez à la banque et vous demandez de l'argent à la banque pour financer votre plantation de cacao ou de vanille ou quoi que ce soit, ça va être un peu plus difficile. Donc, comme le marché il est là, hein, ça c'est indéniable. L'autre problème aussi, c'est que là on parle de marché régional, ZDCAF et tout ça. Là actuellement, Cimabio est en train de prospecter donc dans ces pays d'Afrique. Par exemple, dans les pays de Maghreb. L'année dernière, on était en Algérie pour prospecter. Et il n'y a même pas eu 2 semaines de cela. Je reviens de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc pour prospecter. Parce que, est-ce que vous savez que les vanilles, les produits de Madagascar que vous trouvez au Maroc ou en Égypte, c'est des produits qui viennent de l'Europe. Donc, ça transite par l'Europe avant d'atterrir en Égypte ou en Algérie ou dans les pays du Maghreb. Donc, on se pose la question, donc, pourquoi est-ce qu'on n'exporte pas directement? Déjà, il y a une question de reconnaissance du produit parce que les produits de Madagascar, dans les pays du Maghreb, ce n'est pas encore reconnu. Je parlais de produits qui viennent de la France, mais les gens ils vont tout de suite acheter. Donc, il y a un problème marketing déjà à régler. Et après, il y a aussi la logistique. Il n'y a pas de bateau direct qui va aller en Égypte. Il faut que vous passiez par l'Europe avant de descendre donc, dans ces pays-là. Et dans un salon où j'étais en 2025 même, les gens ne savaient même pas que
que Madagascar produisait de la vanille. Comme quoi, il faut même avant tout un marketing pays. C'est le pays même qu'il faut aller vendre. Parce que là, on parle de tourisme. Quand j'étais au Maroc, là, le Maroc, il fait 18 millions de touristes par an. Or que Madagascar, nous, on fait 300 000. Je conçois que le billet d'avion de la France pour aller au Maroc, c'est peut-être 200 €. Madagascar, c'est 1 000 €. Mais entre 18 millions et 300 000, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est autant d'écueils qu'il faut résoudre donc, en même temps. Mais il faut... En fait, c'est des actions qui doivent aller en parallèle. Déjà, la production, il faut augmenter la production. Après, en assurer la qualité. La qualité, si les entreprises de Cimabio arrivent à exporter en Europe et les États-Unis, c'est les marchés les plus exigeants au monde. Donc, si les produits de Madagascar arrivent quand même à entrer dans ces pays-là, pour un volume de 7 000 tonnes, bon, 7 000 tonnes, ce n'est pas beaucoup, mais donc c'est possible. Maintenant, il faut augmenter, attaquer les marchés et simplifier, résoudre les problèmes là où ils sont. À la base, c'était vraiment de l'agriculture contractuelle qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on disait, écoutez, on a besoin de 200 tonnes, par exemple, de lait rose. Donc, on descend là où on sait qu'il y a des produits. On va faire de l'achat en gros. Et ensuite, nous, on s'occupe de l'envoyer sur le marché. On s'est rendu compte que, ça ne permettait pas de nous assurer que la quantité était disponible. Ça prend du temps de chercher les produits, mais une fois qu'on les a trouvés, on n'a pas forcément assez. La qualité est assez aléatoire parce qu'entre deux zones dans lesquelles on travaille, on peut avoir des baies qui sont plus sèches ou plus humides, plus rouges, moins rouges, etc. Et troisièmement, si on en a trouvé cette année, rien ne garantit que l'année prochaine, les mêmes paysans producteurs vont faire la même spéculation. Donc, ça ne nous permettait pas de sécuriser des contrats sur le long terme. On a commencé à faire de la RSE. On s'est dit, mettons des routes, le temps des écoles, mettons des centres de santé de base dans ces zones-là pour commencer à fidéliser les paysans producteurs. Ça marche pendant 2-3 ans, mais malheureusement, après, on n'arrive pas forcément non plus à améliorer la qualité, la traçabilité et la durabilité des marchés. Parce que, malgré tout, les paysans producteurs ont besoin d'une stabilité financière. Les saisons, parfois c'est 3 mois de rush et ils font un chiffre d'affaires intéressant. Mais ensuite, c'est 9 mois de sécheresse financière. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi on ne structurerait pas de manière plus sérieuse ces paysans producteurs-là. On n'est pas les premiers à le faire. Hein. On a d'autres qui l'ont fait avant nous. Des coopératives, ça existe depuis très longtemps. Des acteurs économiques du secteur privé qui ont structuré des coopératives à Madagascar, ça existe aussi depuis longtemps sur toutes les spéculations et presque dans toutes les régions. Mais là où nous, on a essayé de se différencier, c'est qu'on s'est dit qu'on allait uniquement aller sur les marchés à forte valeur ajoutée et potentiellement bio. Donc, comment on travaille? En fait, on a 7 étapes. La première, c'est la gouvernance et le contrôle des paysans producteurs. Donc, identifier les paysans producteurs, identifier leurs compétences et les rassembler au sein d'une coopérative ou d'un groupement de paysans producteurs. Ensuite, c'est la sécurisation foncière. Madagascar est un pays qui fait un peu plus de 500 000 km², mais parfois, c'est compliqué de trouver du foncier. Quand on veut faire des cultures avec une certaine quantité en objectif, on a quand même besoin d'un gros foncier avec une certaine garantie sur ce terrain-là. C'est bien d'avoir 5000 hectares, mais si on a 500 hectares qui peuvent stocker de l'eau et 4500 qui sont dans les montagnes, c'est un peu moins pratique. Une fois qu'on a fait ça, on doit identifier les semences et les intrants. Parfois, les semences ne sont pas forcément de la qualité attendue, ne sont pas forcément bio, et c'est la même chose pour les intrants. Est-ce qu'on a assez d'intrants bio en local ou est-ce qu'on doit en importer? Pour quelle quantité? Pour quel prix? Et ensuite, c'est la formation. Donc, comment est-ce qu'on explique aux paysans producteurs qu'on est là
qu'on est là pour longtemps, parce que ça, c'est important, il faut qu'ils soient aussi là avec nous pour longtemps. Quelles sont les techniques qu'ils doivent apprendre et comment est-ce qu'ils intègrent ces techniques à leur quotidien. Ça peut être des choses très simples et assez intuitives pour un agronome aguerri, mais par contre, pour un paysan producteur, peut-être que comparer la couleur des feuilles, peut-être qu'ils ne le feront pas forcément. Ils se disent, bon, cette feuille, elle est plus jaune. Non, peut-être que la feuille, elle est malade. Donc ça, il faut le transmettre. Une fois qu'on a fait ça, il faut une infrastructure et une logistique. Où est-ce qu'on stocke et comment on extrait le produit de la zone d'exploitation jusqu'à la zone de traitement. La zone de traitement, c'est potentiellement du tri, du packaging et ensuite de la mise en conteneur. Et une fois qu'on a fait ça, c'est comment on market le produit comme un produit malgache, comment on le vend à l'étranger et surtout, une fois qu'on l'a vendu, qu'est-ce qu'on donne à qui? Heu, Quand on était sur de l'agriculture purement contractuelle, heu, l'avantage, c'est que toute la marge en tant qu'intermédiaire, on la met dans notre poche. Mais l'inconvénient, comme je le disais, c'est que ça ne permet pas forcément de créer de la valeur là où on va se sourcer. Donc on a aussi des systèmes qui nous permettent de redistribuer un peu plus justement, l'ensemble des bénéfices qu'on fait sur une vente. Les bénéfices, ils ne vont pas uniquement à l'exportateur, ils vont aussi à l'ensemble de la chaîne de valeur, le paysan producteur, la zone de production, les propriétaires terriens, l'ensemble des acteurs publics qui sont investis, les communes, les Fouctagnes, la Draine, la DRAE, etc. Et ils vont aussi sur de la mise en place d'infrastructures durables. Donc est-ce qu'on doit mettre en place des routes pour l'extraction des produits? Est-ce qu'effectivement, il y a un centre de santé parce que des paysans producteurs malades, c'est des paysans producteurs qui ne travaillent pas, et cetera, et cetera. Notre idée, c'est vraiment de se dire, comment on essaie de créer un système pour contrer tout ce qu'on disait tout à l'heure. L'instabilité des quantités, l'instabilité de la qualité, les coûts logistiques qui, au final, font que l'enveloppe globale, elle grossit très facilement. La certification aussi, parce qu'on travaille avec des centres certificateurs ou des bailleurs qui nous permettent d'avoir des cahiers des charges alignés aux besoins des marchés. Comme le disait tout à l'heure mon collègue ici, les marchés européens et le marché états-unien, c'est les marchés les plus complexes à avoir. C'est énormément de certifications, c'est beaucoup d'investissements. Mais plus on a de spéculation et plus on a de terrain et plus on a de capacité, moins le coût de la certification par tonne est élevé. Donc on peut aussi être concurrentiel sur le pricing. Et la dernière chose, c'est le marketing. C'est quand même important de communiquer. Donc aujourd'hui, c'est un peu une des premières communications qu'on fait de Hadid en tant qu'entreprise, mais ça viendra. Notre objectif, c'est d'avoir un peu plus de visibilité sur ce nouveau mode de fonctionnement, sur lequel, en fait, l'ambition, ce n'est pas forcément de prendre le plus de marge possible, mais c'est d'apporter le développement à la base jusqu'au dernier maillon de la chaîne. En tant qu'expert en politique de commerce international, est-ce que tu peux nous partager en fait les principes peut-être fondamentaux ou les pratiques internationaux autour de ces marchés et pays qui pourraient faire office de bonnes pratiques à adopter ou à respecter pour les entrepreneurs qui veulent s'aventurer dans l'expansion sur ces marchés régionaux? Au niveau marketing, effectivement, c'est là où il faut aller et là où il faut se dire qu'il faut aller, c'est que si on veut arriver à exporter, il faut que on ait déjà ce label pays. Parce qu'à Madagascar, effectivement, la plupart de nos produits ne sont pas reconnus comme Madagascar. Voilà, la vanille qui provient de l'Europe, selon les gens. Même le chapeau de Roland Garros, il vient de Roland Garros, dit-on, alors qu'il vient de Madagascar. Les mines, oui, on dit Madagascar a plein de mines, mais en fait, quand on les vend après en Thaïlande ou autre, ils disent que c'est de la Thaïlande ou c'est autre, alors que ça vient de Madagascar. La pêche, on dit oui, ça vient de Madagascar, mais en fait, il y a plus de Chinois qui font la pêche, donc on dit que c'est chinois.
Donc, on n'a pas ce statut vraiment qu'on peut imposer. Et ce statut qu'on peut imposer, il doit être vraiment au niveau gouvernemental, premièrement. Parce que tant que le gouvernement, quelque part, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là plus pour apporter des éclaircissements, pour apporter plus de choses, c'est que parfois, on se noie un petit peu dans oui, on avance parce qu'on a signé, oui, on avance parce qu'on en a parlé. Mais en fait, voilà, ils l'ont dit très clairement, on avance quand on a vraiment des choses concrètes. Et quand on a des choses concrètes, il faut le faire, il faut bouger, il faut des actions. Et pour des actions, quand on va, oui, il faut au niveau marketing pour tout le monde. Maurice, quand il vend par exemple au niveau tourisme, mais il se dit, oui, on est un pays touristique. Madagascar, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est un pays touristique? Est-ce que c'est un pays agricole? Est-ce que c'est un pays minier? Ou est-ce que c'est un pays où on n'a pas vraiment pour rigoler un peu, le collègue Rane à côté avait parlé de oui, Madagascar est plus reconnu comme dessin animé The Movie. Donc du coup, c'est plus le marketing qu'on a, c'est le The Movie, pas très sérieux, qui va. Mais justement parce que on n'a pas ça. Et quand on parle du côté marketing, c'est pas juste la communication, c'est pas juste la publicité, c'est plein de choses qui vont avec. C'est le produit, qu'en est-il? Oui, on a de bons produits, mais avoir un bon produit aussi, ça veut rien dire, hein. On a un bon produit, il faut un bon produit avec la qualité, les normes ISO, le calibrage. Nous, on a des litchis qui sortent sans calibrage, donc du coup, ils se vendent, dernièrement, j'ai vu 99 centimes contre celui de Maurice et Afrique du Sud à je ne sais plus combien, parce qu'on ne calibre pas. Donc, quand on parle de produits, déjà, il faut tout ça. C'est pas « Ah, voici, j'ai du saphir, c'est très beau, etc. » Il faut que le saphir ait le grammage, pas d'inclusion, etc., etc. Et puis après, au niveau de la communication, effectivement, il faut de la communication. Au niveau des services, attention, le service fait partie du marketing. C'est quels sont tous les services qui vont avec. À Madagascar, dès qu'on exporte, on a plus de mal à faire tous les papiers que de trouver aussi le produit, hein. Donc, après, les entreprises qui veulent prendre des produits de Madagascar, ils sont fatigués au bout de quelques chaînes administratives. Il y a aussi au niveau marketing, on parle aussi des personnes. Les personnes font partie du marketing aujourd'hui parce que les personnes, ce sont les ambassadeurs qui vont avec. Si on veut vendre, par exemple, je dirais les produits miniers, par exemple, le gène, parce que je suis dedans, les pierres précieuses, il faut que ce soit les personnes qui sont vraiment sur place, qui vendent les pierres précieuses, etc., qui en font, ou de l'or qui en font. Mais à Madagascar, est-ce qu'on porte nos propres pierres précieuses ou on porte notre or? En fait, on achète notre or quand on va à l'étranger, on achète les bagues là-bas, on n'achète pas ici. Donc ça, déjà, c'est une communication à se faire par rapport à ça. Il faut d'abord consommer local avant que les gens puissent se dire « Ah, c'est bon ça, finalement. » C'est pas « Tiens, le tourisme, qu'est-ce que nous, on fait les Malgaches? On va faire le tourisme à Maurice, on va faire le tourisme en France quand c'est la neige, etc. Au lieu d'aller à Majunga, à Haut-Tsing, etc. Ce sont les touristes étrangers qui vont à Haut-Tsing, etc. Donc ça fait partie aussi du marketing qu'il faut le prendre. Nous, il faudrait qu'à Madagascar, on s'aime d'abord avant tout. Nous, on n'a pas cet aspect-là. Non, on n'est pas africain. Oh, je suis pas fière d'être malgache. Oh. Mais après, en faisant ça, au fur et à mesure, on s'éloigne et on éloigne les produits de tout le monde. Ça, c'est vraiment au niveau marketingment parlant, hein, parce que la question a été au niveau marketing. Donc ça, c'est déjà, tant qu'on n'aime pas ce qu'on a, on ne peut pas le vendre. Tout simplement, on ne peut pas le vendre. Tant qu'on ne le véhicule pas sur nous-mêmes, on ne peut pas le vendre. Là, effectivement, même moi, là, je me dis, mais qu'est-ce que je porte de malgache, là, finalement? J'ai rien porté. Généralement, je mets un limbagas, mais je ne sais même pas, aujourd'hui, je ne l'ai même pas porté. Donc, effectivement, même moi, je ne le véhicule pas.
Donc, il faut qu'on véhicule nos propres produits malgaches et surtout, il faut qu'on ait ce standard. On a cette tendance à dire en malgache, Mouramour, Metiwe, Tsmani Niwe. Ok? Non, ça marche pas, ça. Ça marche vraiment pas. Il faut suivre les normes, il faut des standards, il faut suivre. On ne va pas dire non plus, ah ouais, mais Madagascar, on est encore très loin d'eux. Non, il faut suivre. On est dans un monde, on est dans la globalisation. Think locally and, and act globally. Sorry. Et ça, c'est vraiment, on peut avoir tous les produits à Madagascar, mais il faut penser à l'extérieur. Comme quoi, on ne peut pas se dire, oui, on est un pays souverain, etc. On fait ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on vit déjà dans un monde, dans la mondialisation. Les normes des États-Unis qui perpètent là-bas, ce sont les normes qu'on doit suivre, nous. Pas les normes de Madagascar qu'on doit faire. Sinon, on peut aller nulle part. Donc ça, il faut déjà qu'on se mette tout ça dans la tête. Il faut arrêter de se dire, c'est pas grave. Il faut arrêter de se dire, allez, désolé pour le malgache, mais c'est une manière de le dire. Ça peut pas sortir en français, ce genre de phrase, parce que c'est la manière vraiment, c'est l'état d'esprit pour le faire qui fait qu'on n'avance pas. Il faut qu'on avance dans ce sens-là. Et il faut qu'on s'entraide énormément aussi. La CIMAPIO, quelles sont les initiatives portées par la CIMAPIO pour garantir en fait cette exigence-là, la suggestion aux différentes normes, certifications, et pour que la qualité soit au final au rendez-vous des membres de la CIMAPIO? Bon, déjà la certification, donc au niveau organisationnel, ça apporte beaucoup de plus à l'entreprise qui adopte cette certification parce que en certifiant vos produits, vous acceptez de vous soumettre à une certaine rigueur. Vous acceptez une cahier des charges qui vous dicte ce qu'il y a à faire. Donc, forcément, votre organisation, votre personnel, vos équipements, tout converge donc à suivre donc cette exigence demandée par la certification. Donc, c'est quelque chose de positif, même si on va dire, certains vont dire que c'est contraignant, mais au final, ça va bénéficier à l'entreprise dans son ensemble même. Les initiatives de CIMAPIO par rapport à ça, c'est que actuellement, depuis le début de l'année, on est en train de mettre en place donc développer une certification locale qu'on appelle SPG, ou le système participatif de garantie. Donc, il s'agit de certifier donc bio des produits locaux. Ils peuvent pas être exportés, mais ce sera du bio local. Mais déjà, les producteurs, dans leur manière de produire, ils vont suivre des normes. Ils vont suivre des exigences. Donc, ça va les apprendre à suivre des règles. Parce que vous savez, notre problème, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que j'entends par cela? C'est le fait de vouloir suivre une discipline. Et ça, c'est défaillant. Donc, je ne sais pas si c'est culturel ou je ne sais pas d'où ça vient, mais on n'aime pas trop suivre la discipline. Or, c'est vraiment c'est la base même de la production. Si vous voulez produire quelque chose qui soit aux normes, ben, déjà, vous devrez être discipliné à suivre donc les règles que vos clients vous imposent. Donc, je reviens à ce que j'ai dit par rapport au système SPG. On est en train de mettre en place cela. Donc, il y a des bailleurs qui nous accompagnent pour mettre en place cela sur la production des légumes
sur Tana. C'est un projet de 3 ans. Donc, on va essayer de mettre au pas donc quelques producteurs de légumes sur Tana pour que la production donc suive les normes et qu'au bout, on ait des légumes bio, exempts de produits chimiques, euh, qui vous amènent de la santé derrière. Et autre chose aussi, on essaie de véhiculer donc promouvoir le bio malagasy pour faire comprendre aux gens que le bio, c'est pas tout simplement un outil marketing, mais c'est vraiment un état d'esprit. C'est avant tout un état d'esprit. Si vous faites le bio juste pour vendre, vous n'allez pas y arriver. Mais c'est vraiment un état d'esprit que vous voulez contribuer à donner plus de santé aux gens qui vous entourent, dans le monde même. Et à ce moment-là, votre produit va se vendre d'elle-même. Et il faut donc rassurer. Et tout ça entre dans tout ce qui est aftercare. Ça s'appelle donc on est là, tous les investisseurs, que ce soit directs nationaux, étrangers, qui ont déjà choisi Madagascar ou qui pensent encore à Madagascar, parce que justement, il y a aussi des réinvestissements à faire chez nous, des extensions, parce qu'il est plus facile de convaincre ceux qui sont déjà là, qui ont déjà fait le choix de notre pays, d'étendre leur activité, que d'en chercher de nouveaux. Donc, tout ça, c'est s'effectue au jour le jour, tout au long de l'année, sans la direction, parce qu'il faut respecter aussi les fuseaux horaires. Donc, des fois, quand on discute avec quelqu'un à 23h, ben, qu'on passe plein, mais parce que ça va chez eux, c'est à 9h du matin ou à 8h. Donc, voilà, c'est vraiment du hand-to-hand et une prise en main personnalisée. Et c'est pour ça que j'avais dit au début que, bon, il nous faut quand même un minimum d'informations. On travaille sur des dossiers. C'est ça, non? Quand vous dites, il y a quelqu'un qui veut venir, oui, il est bienvenu, mais il faut porter quelque chose. Et puis, on l'évalue, on regarde ensemble, et on dit pas oui, ça en tête, peut s'en occuper du. Et c'est gratuit. Une dernière question, peut-être collective, pour clôturer notre séance. C'est si vous aviez le pouvoir aujourd'hui d'actionner un levier ou prendre une décision qui pourrait transformer ou rendre plus accessible pour les entrepreneurs des marchés régionaux, ce serait quoi? Étant un pays insulaire, en fait, on n'a pas beaucoup d'ennemis. Ce qui fait qu'on se crée nous-mêmes des ennemis, et parfois nos ennemis, ce sont nos compatriotes. Ce sont des entreprises locales comme nous qui vont aller sur le même marché que nous. Et pourtant, à la fin de l'année, en fait, si mon concurrent vend 200 tonnes et moi je vends 200 tonnes, c'est 400 tonnes pour le pays. Par contre, si on arrive à faire de la mutualisation et se dire qu'au niveau national, nous n'avons pas des concurrents, mais on doit être des confrères qui s'appuient pour développer l'exportation de X produits à Madagascar, ben on vendrait peut-être tous les 200, 300, 400 ou 500 tonnes parce qu'on a mutualisé le marketing, parce qu'on a mutualisé les coûts, parce qu'on va aller prospecter ensemble, etc., etc. Même si on a des très beaux syndicats comme le CIMA-Bio qui existent, ce genre de collaboration n'est pas encore assez ancré dans notre culture. On a cette culture du... je suis désolé de le dire comme ça, mais parfois on se tire vers le bas. Et pourtant, on a une capacité de s'entraider. Donc pour moi, c'est cette mutualisation-là et c'est ce phénomène de rassembler nos forces pour aller attaquer les marchés régionaux. Ça nous permettra de vraiment être forts. Et pour moi, par exemple, l'exemple de Maurice, c'est ça qui les rend forts. Malgré tout, c'est un très petit pays, mais ils sont très solidaires. Ils arrivent à attaquer des marchés très spécifiques parce que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble pour aller attaquer ce marché. Et c'est pour ça que leur tourisme, par exemple, est si développé. Notre objectif au niveau du tourisme, des 1 million de touristes aujourd'hui, j'ai entendu 300 000 tout à l'heure, on est à un tiers de l'objectif qu'on a depuis 10 ans, par exemple. Si j'avais la baguette magique, j'aurais intervenu sur l'accès au financement. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour augmenter la production, il faut investir. Et si vous voulez investir dans un contexte où le taux d'intérêt d'emprunt à la banque ou avoisine les 15-18%,
voire 36% dans les IMF, avec les conditions de garantie et quelque chose de complexe pour accéder au financement. C'est là que j'aurais intervenu parce que ça va débloquer plein de choses. Parce que l'entrepreneur et les entreprises malgaches, ils sont talentueuses. Comme je vous avais dit tout à l'heure, si les entreprises malgaches arrivent quand même à écouler 350-400 millions de dollars de produits aux États-Unis et en Europe, il y a quand même un savoir-faire derrière. Mais ces entreprises qui sont arrivées à exporter là-bas, ben, ils sont passés par des étapes et par des difficultés monstres derrière qui les empêchent de faire tout ça. Et s'ils auront accès à un meilleur système de financement, je pense que du côté des petits producteurs, des exportateurs, transformateurs et tout ça, on pourrait avancer. Parce que comme je vous avais dit, on a le talent, on est déterminé. Parce que malgré les difficultés qu'on a, ben, les entreprises malgaches sont encore debout. Les entreprises de ciment bio sont encore là. Donc, il faut les pousser parce que, vous savez, en Europe, l'agriculture est subventionnée. Aux États-Unis, c'est subventionné. Vous voyez, en Chine, ben, l'État, il vient en aide, mais vraiment massif pour que leurs entreprises exportent encore plus. Donc, pourquoi est-ce qu'à Madagascar, on ne pourrait pas aider les entreprises, ne serait-ce que sur la partie accès au financement, pour que nos entreprises puissent se développer. Et qui dit développement du secteur privé, dit création de valeur, dit création d'emplois. Donc, c'est toute l'économie qui va en bénéficier. Alors, il faudrait plusieurs baguettes magiques parce qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait dire et tellement de choses Mais en fait, hein, toutes les solutions sont là, mais juste qu'on les applique pas en général. Mais j'avais des choses dans la tête et puis après, cette perche qui jugeait, oui, la compétition de NISCAE qui va avec, bon, on va aller sur ce sens-là, du coup. Et donc, effectivement, il faut qu'à Madagascar, on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on arrête de se tirer tirer dans les pieds les uns des autres et à se tirer vers le bas, comme on dit bien. On a cet adage qu'on dit trop bien. Il faut qu'on travaille sur deux aspects que je dirais sur cette coopération ensemble. C'est d'abord au niveau macroéconomique. Il faut vraiment que chacun d'abord connaisse bien son rôle et que à partir de ces rôles-là, on va ensemble vers le haut. C'est-à-dire qu'on ne s'empiète pas sur les rôles. La politique commerciale, elle vient de l'État. Ça, c'est clair. Une politique commerciale vient de l'État. Donc, oui, quand l'État dit on fait ceci et cela, ben, il faut que tout le monde passe dans ce sens, mais pas va dans un contresens. Mais quand l'État fait une signature, ça ne veut pas dire ah ça y est les gars, on a signé, hein. À vous maintenant de vous débrouiller. C'est pas ça. L'État doit aussi, avec la signature, ajouter plusieurs autres aspects comme les barrages à l'entrée, le protectionnisme, parce qu'il y a trop d'importations. Ça, on le sait. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar. Les infrastructures, c'est à l'État, ça. Quoi d'autre? La promotion, l'aide, la facilitation pour les entreprises, pas que financement, mais dans tous les papiers, comme le DBM le fait, le financement, des facilitations, des subventions, etc. Ça, l'État doit le faire d'abord. Il faut vraiment que l'État mette un cadre d'investissement clair et stable. Et puis, d'autre part, maintenant, quand l'État met ça, pas juste, voilà, la ZLCAF, on l'a signé, les gars, débrouillez-vous. Non, c'est, voilà, le cadre qui va avec. Et puis, une fois que c'est fait, les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Eh bien, elles doivent travailler. Et quand on dit travailler, c'est aller vers
toutes les normes qui vont avec, mais pas seulement un zetikani face à un produit. On n'a pas, oui, on a des produits qui sont beaux, des saphirs, de la vanille, c'est très bon. Même le riz malgache est très bon au niveau nutritif. Ça suffit pas. Il faut suivre des normes particulières. Et puis aussi, euh, n'oublions pas aussi un aspect marketing que j'avais oublié tout à l'heure. C'est la culture du pays où on va exporter. Il faut pas oublier ça, hein. Il faut pas se dire, ah voilà mon produit, je l'envoie, tant mieux, tant pis. OK? Par exemple, on a beaucoup de zébus, on peut exporter le zébu et les peaux de zébu, mais on ne va pas l'exporter en Inde, là où c'est sacré, voilà. On ne fait pas ça. Donc, il faut voir où on exporte et quoi qu'on exporte. Il faut voir la culture complètement qu'il y a là-bas. Euh, il faut jouer sur cette culture, il faut même jouer sur plusieurs aspects qu'il y a, etc. Il faut jouer sur le climat, il faut jouer sur la période de production, il faut jouer sur plusieurs autres aspects. Et puis ensuite, même la population, je dirais, a un rôle vraiment, hein, dans l'économie et l'exportation. Son rôle à la population, c'est d'accompagner pour que ça marche. Nous, ici à Madagascar, ce qu'on fait, la population, c'est ah, c'est pas bien ça. Ça, on sait faire. Ça, on sait critiquer. On ne voit pas le positif. On voit tout de suite, ah, on veut pas ça parce qu'il y a ça. On veut pas ça parce qu'il y a ça. Mais le rôle de la population, justement, c'est de faire aimer, c'est de partir, c'est de s'aimer, comme je disais tout à l'heure. Je prends un peu mon rôle de coach autre, mais c'est la population doit accompagner pour laisser ouvrir, laisser aimer. Il y a beaucoup de choses, hein, où on veut pas. Bon, au niveau des lignes, je suis dans le secteur minier, mais c'est vraiment le secteur qui peut pousser vers tout, mais c'est la population, non. On veut pas à chaque fois, alors que tous les pays, comme l'Australie par exemple, en 1960, Perth, c'était comme Madagascar, hein, il n'y avait rien. Aujourd'hui, Perth, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Nous, on reste toujours là. Parce que eux, ils se sont dit, oui, on va être un État minier, donc on y va. Nous, on dit, oui, on veut être, mais on attend d'abord, on va voir après. Et puis, l'autre partie où il y a cette compétition, comme je disais, c'est l'autre partie au niveau des acteurs directs eux-mêmes. C'est, il faut pas rester, c'est mon secteur et c'est que mon secteur. C'est pas mon secteur agricole, mon secteur minier, mon secteur administratif, mon secteur ONG. C'est pas ça. C'est Madagascar. Il faut penser global, vraiment Madagascar. C'est Madagascar qu'on veut promouvoir. Et là où je parle vraiment, c'est travailler ensemble pour pouvoir aller plus loin. Il a dit d'ailleurs, il faut qu'on travaille ensemble. Pour l'instant, on n'a pas la capacité industrielle. Il faut y aller donc ensemble. Tuer, ah ça c'est à lui, non, non, on touche pas, j'aime pas travailler avec lui, non, c'est pas moi. Et puis il y a les produits, hein, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire, il faut vraiment en parler. Les déchets d'un autre peuvent être des produits pour moi. Les déchets agricoles peuvent être des produits pour l'énergie. Les déchets des miniers sont des produits pour les engrais, comme par exemple l'AMSOL, le sulfate d'ammonium d'un bateau. Mais c'est un énorme potentiel pour les engrais agricoles. Tu vois, c'est leurs déchets, hein, c'est à eux. Ou c'est vos déchets. Mais nos déchets peuvent être utilisés les uns des autres. Il faut travailler ensemble et il faut faire les choses ensemble. Et donc ça, vraiment, c'est moi, c'est ce que je vois dernièrement. Et dernièrement, juste une chose à part cette coopération, c'est on parle souvent de transformer, pas de produits bruts, pas de produits bruts. Pour l'instant, on n'a vraiment pas la capacité, pour l'instant, vraiment industrielle au top. Parce que pour industrialiser, il faut la logistique, il faut les routes, il faut l'énergie, il faut beaucoup de choses. Il faut le port. On n'a qu'un port ou deux ports vraiment internationaux, hein. Si on a nos produits en Batfinanja, il faut aller à Tamatave pour exporter, hein. Il n'y a pas à côté. Donc, c'est très loin encore, etc. Donc ça, vraiment, quand on dit transformer avant brut,
Mais quelque part, pour l'instant, on a brut. Alors, prenons des niches. Voilà. Allons vers les niches et allons vers des niches qui sont près de chez nous aussi, mais pas au Zambie où on n'a même pas une connexion ni aérienne ni portuaire. Mais allons vers, je sais pas, vers là où il y a une connexion directe. Bon, on va trop en Europe, il faut changer un peu parce que l'Europe, il y a plus grand-chose, hein. Mais voilà pourquoi on parle d'intégration régionale. Et dans la transformation aussi, il faut comprendre, il ne faut pas que la population forme les choses, mais transformer quand on vend des légumes. Quand la personne sait cultiver des légumes, elle ne sait pas être un restaurant, désolé. Donc même si on force 10 000 fois, transforme. Mais c'est pas un restaurant, c'est pas un chef. Il ne pourra pas transformer ses légumes. Pareil pour le secteur minier. Ils savent exploiter, extraire, etc. Ils ont l'ilménite, le, le zircon, l'ilménite, etc. Mais on ne sait pas faire. Ces sociétés-là ne savent pas faire des voitures, ne savent pas faire des batteries. Donc, il ne faut pas demander énormément à ces entreprises. Et on ne va pas sortir ça parce qu'il faut que vous changez ça en batterie. Mais c'est à l'État d'appeler d'autres investisseurs qui peuvent faire ça, entre autres. C'est pas aux entreprises de se débrouiller pour transformer non plus. Merci. Donc, il faut savoir où on va. J'adhère à tout ce qu'il dit. Maintenant, il y a une chose quand même que j'aimerais vraiment dire, c'est que quand on veut travailler ensemble, quand on veut tout ça intégrer ou percer dans un marché, il faut commencer par la base, se professionnaliser d'abord. Donc, créez votre société d'abord. C'est même à la base de n'importe quoi. Maintenant, il y a une nouvelle loi sur les sociétés coopératives. Donc, il faut s'associer, il faut s'entendre et créer d'abord une société. Parce que si on est dans l'informel, on n'avancera jamais. Le pays n'avancera pas parce que ne perçoit pas de taxes. Et nous, qui sommes dans l'informel, on choisit peut-être de, je sais pas, s'entendre entre nous, peut-être dans un petit village quelque part, mais on peut même pas vendre à une société locale. Donc, de là, aller à l'international ou régional, faut pas arriver. Et c'est parce que justement, si on ne commence pas par cela, il y aura toujours les mêmes acteurs qui font déjà ce qu'ils font, qui vont continuer à faire ce qu'ils font. Est-ce qu'ils savent le faire ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils doivent le faire ou parce qu'il n'y a que, on va pas citer, mais c'est ce qui continuera à se passer. Donc, il faut commencer par ça. Et moi, je parle de société. Il y a aussi les entreprises individuelles, mais bon, s'il n'y a pas de succession, donc si ça si soit en parallèle, donc créer des sociétés, je presse pour la paroisse. D'accord. Mais voilà, il y a au moins ça. Et bon, c'est à la base. Maintenant, il ne faut pas avoir peur donc des taxes. Il faut s'informer. Il faut avoir les bonnes informations. Il faut demander, ne pas avoir honte de poser des questions, d'aller vers autrui, ne pas avoir peur des bureaux administratifs parce que personne ne vous bouffe à l'intérieur. Mais venez et demandez. 030 99 245 75. Posez des questions, je vous orienterai vers les bonnes personnes si j'ai pas les réponses. Donc, c'est à la base de tout. Être professionnel d'abord, choisir d'aller de l'avant et puis accompagner le pays parce que justement, il y a des efforts qui se font. Il y a des choses qui se font. Comme a dit ma collègue tout à l'heure, le truc, c'est que vous m'avez pas demandé s'il y avait la baguette magique, donc bon, je l'ai pas, mais justement, il y a des choses qui se font, mais il nous faut une bonne coordination de ces efforts-là pour que ce soit visible et pour que les gens puissent en profiter pour le secteur privé, justement, parce que le développement part de la force dans le secteur privé. Si le secteur privé est faible, le développement n'aura pas lieu. Il faut que le secteur privé soit fort. Et un secteur privé qui est fort, qui est compétitif, peut percer ensuite n'importe quel marché. Mais à la base, donc, il y a ça d'abord. Et c'est cet élément-là qui va nous emmener ensemble vers le haut.
ensemble. Il faut également savoir identifier les opportunités. Lorsqu'on parle tout le temps de société minière, l'acceptation régionale, etc., l'accompagnement psychosocial, tout ça, c'est du boulot. Mais il faut savoir qu'autour d'une activité minière, il y a énormément de diversification d'activités autour. Mila sakafo, des mila manakchono, mila hieno, des mila nkwarchono. Le problème, c'est que nous, quand on a un investisseur, il fait des énergies renouvelables, par exemple, donc ils doivent grimper sur les montagnes pour installer des panneaux solaires. Et on s'attend à ce que lui, il fabrique des écoles, à ce qu'il taille la route, à ce que, je sais pas, c'est pas leur boulot. On fait vraiment tout. Donc, il faut accepter, il faut accompagner et il faut profiter parce que ces investissements-là créent des emplois. Mais pour cela, donc, quand on sait quels sont les besoins, il faut l'accompagnement pour la formation, pour que les jeunes juste puissent profiter de ça et avancer parce que il faut commencer petit et on va avancer. Et je répète toujours la force du secteur privé nous permettra de percer n'importe quel marché, mais il faut que le secteur privé soit balèze. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais se formaliser, être professionnel d'abord, faire ce choix-là parce que c'est à la base. Ensuite, c'est profiter des opportunités parce que, bon, il y a un grand qui s'installe, qui ramène, je sais pas, il y a le plus grand chez nous, c'est 8 milliards, 10 milliards de dollars. Bientôt, il va y avoir un autre qui va dépasser ça. Il faut profiter de ce qu'il y a autour, faire ce qu'on sait faire et répondre à ces besoins-là et aller de l'avant. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut se développer localement puis au niveau international. Il n'y a pas de magie. C'est pour ça que j'ai dit, y a pas, la baguette magique, en fait, et si je conclue là-dessus, c'est peut-être tout vouloir tout de suite, très, très vite. Parce qu'on est à l'ère de tout ce qui est disponible tout de suite. On se croit tout savoir parce qu'on écrit sur ChatGPT, on a toutes les réponses. Ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité est que il faut du boulot. Il faut travailler. Que vous soyez intelligent, comme je ne sais pas, vous mettez une graine dans la terre, il faut patienter. Donc, il faut accepter les choses. Il y a des efforts qui se font. Il faut bien sûr une bonne coordination et ça, c'est Inch'Allah ou Amen, ce qu'on veut. Mais bon, mais bien sûr, il y a des choses qui se font et donc il faut s'informer, ne pas avoir peur et avancer. Et je reprends un peu, ne pas tout discuter à chaque fois. Tsy rehefa mba misy lamina apetraka dia divana hevitra aloha hoe no tsy manakely tsy zao no. Mba misy olona manam-pahaizana koa mba mametraka andreny re olona fa tsy hoe zavatra petapeta-toko foana koa sanatria aviny. Donc il faut quand même aller de l'avant et ensemble. Voilà. Chers panélistes, on arrive au terme de cette séance riche et animée. Merci beaucoup pour la générosité, pour le partage des informations, pour l'ouverture également et surtout le partage sans quitte. J'espère de tout cœur que l'audience a pu tirer les meilleures parties de ces échanges. N'oubliez pas de vous abonner à la page de Meraka, notre chaîne YouTube, où on va partager encore cette année plusieurs masterclass. Et s'il ne fallait retenir, je dirais quelques mots de cette masterclass. Il a parlé de l'importance de la professionnalisation. Il a parlé de l'importance de bifurquer vers une logique de compétition. On a aussi parlé de l'importance d'avoir plus d'accès à des financements. Pas de truchement de quoi, on va parler d'investissement. Mais surtout au cœur de tous ces échanges-là, reste la question de l'humain. Les entrepreneurs ont du talent, on l'a vu aujourd'hui. Le marché, il peut être favorable si on s'aligne à ses exigences et on l'a vu ça aujourd'hui. Et maintenant, l'heure est venue de travailler ensemble pour créer plus de synergie, pour créer plus de valeur. Je vous remercie et à très bientôt.